savons faire de cette planète magnifique, c'est un champ de bataille. Notre-Dame-des-Landes, c'est un camp retranché. Est-ce que vous savez qu'il y a une route départementale qui est privatisée? Est-ce que vous savez qu'il y a une brigade de gendarmerie qui a été attaquée, voiture de gendarmerie brûlée, etc. C'est une opération si en France, difficile. on se dit, oh là là, il y a un risque, parce qu'on a des fous furieux, des ultra-violents, comme disait Manuel Valls, alors on fait rien, eh bien, on n'aura plus de République. On n'aura plus de démocratie, on n'aura plus d'état de droit. Et ça désespère les Français. Comprenez-le bien. La désespérance, la fatigue démocratique aujourd'hui, elle est aussi là. La parole est à monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Le sujet n'est pas, monsieur Chrétien, de savoir s'il faut ou non évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bien entendu qu'il faut le faire. Il faut le faire pour des raisons qui tiennent au fait que dans un état de droit, le droit doit être respecté, que nul ne peut par la violence s'opposer à l'expression de la souveraineté des élus lorsqu'ils respectent le droit ni aux décisions qu'ils prennent. Mais la question est de savoir comment bien le faire. Il faut être sûr que l'opération qu'on conduit sera une opération qui se déroulera sans violence, qui se déroulera avec une véritable réussite et la possibilité pour cette infrastructure de se faire. On a des pains de maïs exceptionnels. Voilà. La terre, elle a mis des milliers d'années à se faire et eux, en 6 mois de temps, ils vont vous bétonner tout ça et après c'est irréversible, c'est fini. Vous aurez votre béton et après c'est fini. Je peux même pas expliquer ce que ça fait, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ici, à chaque fois qu'ils interviennent, la mobilisation est grandissante. On le voit bien au niveau des tracteurs. Au début, on était 3, après on était 15 au Rosier. Maintenant, on est 40 mobilisables en 3 heures. S'ils reviennent, on est capable d'être mobilisé 400 tracteurs en 3 heures aussi. Donc nous, on reste et on n'est pas prêt de partir d'ici. D'ailleurs, on ne se fera pas et on restera là. L'occupation continue. Nous sommes bons, ici, tous solidaires. Vinci, dégage, dégage, dégage. C'est le jour où moi je suis passé devant le tribunal, j'ai dit au président du tribunal je ne veux pas d'argent parce que je ne suis pas propriétaire. Ma famille est là depuis 1838 hein, et de génération en génération la terre s'est passée. Alors vous voyez, je suis un passeur de terre, mais je ne suis pas un propriétaire. Et cette terre n'est pas à vendre. C'est pour mes enfants, c'est pour les enfants des gendarmes, c'est pour la vie quoi. C'est un combat pour la vie. Il y a un mélange de plusieurs mouvements, de plusieurs idées, de plusieurs idéologies. Et ce qui est assez formidable, c'est que tout le monde arrive à s'accorder ensemble. Alors, quand j'entends le gouvernement qui nous demande de revenir à la raison, je me dis, ben oui, on va apprendre à arrêter de bousiller la forêt pour des profits économiques. Et oui, on va sûrement revenir à la raison. Il y a une solidarité qui est assez troublante même. Quelque chose de très beau qui se passe entre les gens. Tous ces jeunes, ils sont en train de donner l'exemple, si vous voulez, d'un mouvement qui est... ils sont en train de prouver qu'on peut vivre autrement que dans le consumérisme absolu, quoi. J'ai rencontré une fraternité et une solidarité comme on en voit rarement. Et ce qui est frappant aussi, c'est le lien qui se fait entre à la fois les habitants des environs, les habitants de Notre-Dame-des-Landes, les paysans qui vivent ici, et puis ces jeunes, même s'il y a des différences d'âge, des différences de culture et d'éducation, moi j'ai trouvé que les rapports sont bons, quoi. Il faut remettre ce dossier à plat, il faut laisser la terre aux paysans et puis faire des investissements, pas filer du fric et des millions d'euros de nos impôts à Vinci. Et moi je comprends la jeunesse, je comprends les paysans. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ils arrivent à rester si calmes devant la provocation des forces policières. C'est-à-dire chasser des gens qui veulent vivre sur la terre, commettre autre chose qui est tout à fait futile, quoi.
Donc on va défendre ce lieu et là moi je me sens prête à le défendre au même titre que les jeunes qui sont ici. Parce que bétonner tout ça, c'est vraiment de la folie. Si vous regardez les champs, vous regardez, c'est simple. Et la simplicité, elle est importante. Tous solidaires pour construire ou plutôt reconstruire un habitat en lieu et place du futur aéroport. C'est un acte de désobéissance civique, pacifique, pour dire qu'il y a une loi aujourd'hui injuste qui est celle de fermer des maisons et c'est lié au projet de Notre-Dame-des-Landes. Aussi pour un autre choix de société, je pense, la croissance à tout prix, beaucoup de gens n'en veulent plus, je pense. Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a déclaré sur France Inter ce soir « Je ne comprendrai pas qu'il y ait aujourd'hui continuité dans une guérilla menée contre des décisions démocratiques. » Il faut envisager d'autres méthodes. C'est-à-dire ? Le sabotage. De quoi ? Le sabotage, généralement. C'est-à-dire qu'il pose un tractopelle, on détruit le tractopelle et puis c'est tout. Le gouvernement met en avant le respect de la loi pour justifier l'évacuation musclée du site de Notre-Dame-des-Landes. Il était 6h ce matin, 500 gendarmes donnent l'assaut. Leur cible, les cabanes et plusieurs fermes des alentours, squattées par des centaines de personnes. Un objectif très important, c'est d'éviter l'installation d'un camp qui pourrait servir de base arrière aux opposants les plus radicaux. Face à face, depuis maintenant 2 jours. 500 gendarmes et des dizaines de petits groupes d'opposants très mobiles qui se disputent chaque mètre carré du terrain du futur aéroport. Le gouvernement fait des concessions. Le Premier ministre propose la création d'une commission de dialogue, le report de 6 mois du défrichement et la validation d'un comité scientifique sur la biodiversité. C'est une contestation qui ne faiblit pas. Dans le bocage nantais ce matin, les opposants à l'aéroport donnent toujours plus de voix. Nous, on reste et on n'est pas prêt de partir d'ici. L'aéroport ne se fera pas et on restera là. C'est un projet qui date de 1963, qui a eu une opposition qui est née déjà en 1972. Enfin, on croyait que là, les décisions avaient été prises. Le gouvernement invoque la loi. Est-ce que les opposants sont dans leur droit, à votre avis, à occuper ces terrains, à retarder les travaux et par la même occasion à risquer de déclencher des violences? Ils sont clairement dans leur droit, qui est de continuer à occuper ce terrain, sachant qu'il y a des occupants légaux qui ont des maisons, qui sont expulsables par la compagnie Vinci et ceux qui veulent faire cet aéroport, mais qui pour l'instant sont là légalement. Et il y a par ailleurs, depuis à peu près 3 ans, progressivement, des jeunes gens, ou parfois moins jeunes d'ailleurs, qui sont venus et qui se sont installés dans des terrains qui, légalement, appartiennent au Conseil général et sont sous pas exactement la propriété, parce qu'après si on commencera à rentrer dans tous les détails juridiques, mais enfin sous l'emprise de Vinci, l'occupent et ont commencé à y vivre, à faire du maraîchage, à faire de la boulangerie, à faire du théâtre, à travailler, à cultiver, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont occupants non légaux, mais qu'on peut considérer légitimes, avec des occupants légaux, et il y a eu une sorte de, progressivement, d'alliance entre toutes ces personnes, dont on a eu quelques échos des revendications, et qui disent que ce projet est peut-être légal, ce qui reste au demeurant à prouver, parce qu'il y a encore 8 recours de toutes sortes qui sont engagés. J'en ai la liste là, ça serait fastidieux, mais Conseil d'État, Cour européenne, recours en cassation, patati, patata, c'est une armée d'avocats, donc où est le droit, on ne sait pas, et donc c'est l'affirmation d'une revendication légitime, d'une occupation légitime pour dire ce projet a été engagé sur de mauvaises bases, on va peut-être y revenir, il est mal conçu, nous pensons au contraire qu'il ne faut pas faire un aéroport qui, selon ses opposants, serait amené à être économiquement déficitaire, qui artificialiserait des terres, c'est-à-dire qui mettrait du béton et des pistes de ciment à un moment où on dit qu'il faut protéger la biodiversité, qui entraînerait un trafic aérien important au moment même où on dit qu'il faut changer, lutter contre le changement climatique. Oui, c'est le sommet de Doha. Mais qui a commencé en ce moment. La France, d'ailleurs, est représentée. Je suis persuadé que Mme Delphine Batho va faire un magnifique discours. Et il est fort probable que la France, pour manifester son engagement pour lutter contre le changement climatique,
organisera une conférence des Nations Unies à Paris en 2015. Bon. Donc, voilà. Les arguments sont là. Oui, parce que les conférences sur le climat, si vous voulez, ça continue. Donc, on en est déjà à dire 2014, il ne va rien se passer. On va faire celle de 2015, celle de 2012. Là. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, en gros, ce que disent les opposants, qui sont constitués... On a vu des images de violence, si on a le temps, on y reviendra. Mais enfin, on aurait pu aussi montrer beaucoup d'images d'opposants qui ont fait des recours, qui ont fait des dossiers juridiques, qui ont des paysans qui sont là avec leurs tracteurs, des gens qui parlent et qui disent. Et puis aussi l'image de la manifestation, où il n'y a pas eu seulement les personnes que nous avons vues là, mais où il y a eu, samedi 17 novembre, plus de 20 000 personnes, très certainement, et une foule très joyeuse, très colorée, de toute origine, de très bonne humeur et avec beaucoup d'argumentation. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement les opposants qui sont là dans ce bocage, mais qu'ils représentent, parce que la lutte de Notre-Dame-des-Landes est vraiment centrale par rapport à la question écologique dans notre pays en ce moment, représente la confluence, la convergence de beaucoup de gens dans la société française par rapport aux problèmes de changement climatique, de paysans, d'un autre développement économique, aussi, si on a le temps, on en dira un mot, du gaspillage économique et peut-être des intérêts privés, peut-être des conflits d'intérêts et peut-être de détournements légaux. Il y a les clowns, il y a les Parisiens, il y a les agriculteurs, ceux qui viennent défendre la terre, ceux qui sont du coin aussi, qui disent que c'est un projet débile. C'est hyper important de montrer que tout le monde est hyper uni. C'est impressionnant, très impressionnant. Je suis stupéfait de voir autant de monde. Si François Hollande il commence à jouer les Sarkozy aussi sur ce sujet-là, qu'il le fasse. Sarkozy à l'époque il disait les grèves on les voit plus. N'empêche que des mobilisations il s'en est pris, à la fin pour lui ça s'est mal terminé. Donc on gagne jamais rien à pas écouter la révolte qui gronde et là il y a une vraie révolte globale qui est en train de voir le jour et de toute façon le gouvernement est mal barré sur cette question-là. À 60 ans je me rends compte que rien n'a changé. Il y a eu Plogoff, il y a eu le Larzac et maintenant il y a Notre-Dame-des-Landes et il faut lutter. Il faut lutter contre ce pouvoir qui fait n'importe quoi. Alors là, est-ce qu'il y a désobéissance civile? Est-ce que c'est justifié? On a entendu José Bové parler de désobéissance civile. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que Tariq Ramadan? Oui, moi j'écoute vos arguments, mais en même temps, il y a deux choses qu'il faut mettre en évidence. Quand on parle de la loi, qui en parle pour nous dire ceci est la loi et vous êtes dans l'illégalité? C'est le pouvoir qui est en train de nous dire ça a été décidé, la loi est ainsi, tout ce que vous ferez sera illégal. En fait, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des recours. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent sur le terrain et à qui on prend la terre au nom de la loi, mais sans tenir compte d'un recours qui questionne la lecture de la loi. Donc c'est le pouvoir qui nous dit la loi. Et aujourd'hui, vous avez... Parce qu'aujourd'hui aussi, les images nous trompent. On a l'impression de gens qui sont pour la violence et qui sont en opposition. C'est pas ce qu'ils disent du tout. Ce sont des gens qui ont commencé dans la non-violence et qui disent aujourd'hui, il y a deux choses que l'on veut dire. Un, c'est que ce qu'on nous dit être la loi n'est pas tellement la loi parce qu'on ne reconnaît pas le droit des habitants, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est une question beaucoup plus large et c'est celle que vous relevez, c'est l'hypocrisie du discours politique où on va de conférence en conférence dire qu'on est tout à fait intéressé à la question de l'écologie, mais qu'en fait l'aéroport ici c'est exactement le contraire, on va à l'inverse de ce qui est le discours politique. Donc dénoncer l'hypocrisie du pouvoir et l'instrumentalisation de la loi contre la voix citoyenne, ça me paraît pour moi légitime de descendre, d'éviter toute violence, mais de dire avec force qu'en fait la violence du pouvoir aujourd'hui, c'est d'utiliser le droit contre le droit des citoyens. Philippe. Oui, c'est vrai. Là, je me retrouve dans tout ce que vous dites, puisque là, vous mettez le focus sur les droits de propriété qui ont été bafoués. Mais là où j'ai l'impression qu'il y a un peu le droit de propriété, vous y êtes sensible. Mais énormément, parce que je pense que c'est de là que découle la responsabilité individuelle et qu'on peut éviter les fameux gaspillages économiques dont vous parliez avec Enf. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé dans cette affaire, ça fait longtemps que les principaux propriétaires ont été expropriés. D'ailleurs, il y a un tribunal de grande instance qui vient de rendre un jugement en disant que le prix d'indemnisation avait été largement sous-estimé parce qu'effectivement, il avait été évalué au prix déjà dévalué du fait des nuisances d'un possible aéroport. Donc, ils ont réévalué le montant des indemnisations. Et effectivement, je trouve aussi choquant que quand un acteur privé
se dit intéressé au développement d'un projet, eh bien, il puisse utiliser la force publique contre les propriétaires locaux, puisque normalement, ce qui devrait se faire, c'est de la négociation avec tous les propriétaires, tous les résidents, pour savoir si le projet économique est viable. Parce que sinon, vous arrivez à des coûts qui sont bien largement inférieurs à ce qui serait légitime de payer pour développer ce type de projet. Sachant que l'aéroport actuel peut tout à fait encore... si je vous ai bien compris, vous défendez, vous êtes contre ces expropriations, comme vous seriez contre la nationalisation de Mittal, d'ArcelorMittal, par exemple, dont on parle, dont on commence à parler en ce moment. Je pensais que vous alliez faire l'éloge, au contraire, du business, de l'économie, du progrès, de l'aéroport, des communications et dire... Mais non, mais vous voyez, ça montre exactement à quel point les idées libérales sont incomprises, parce que la liberté, c'est pas sans la responsabilité, le droit, c'est pas sans les devoirs, et simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que un système, et c'est le système de la France traditionnellement, c'est un système qui est fondé sur des droits de propriété bien définis et respectés. Et là, dans ce genre de grands projets publics, vous voyez, on arrive vite à l'utilitarisme. Oui, mais ça va avoir plein de retombées positives, etc. Mais comment on les calcule? Parce que ce projet, c'est quand même une grande gabegie financière. C'est les estimations, c'est déjà 600 millions d'euros, mais on oublie de tous les investissements annexes qui seront l'aménagement du territoire, le tram-train qui est déjà à 100 millions. Mais vous avez vu l'état des finances publiques en France? On a un aéroport Nantes-Atlantique qui fonctionne encore, qui a 3 millions et quelques de passagers. Enfin, il y a des aéroports du même type qui sont déjà à 7 voire 15 millions de passagers par jour. Et nous, on est déjà en train de parler d'un projet qui serait plus grand que CDG, que le Charles de Gaulle. Enfin, vous voyez, on est dans un monde particulièrement curieux qui se dit qu'on a des ressources qu'on n'a plus, justement. Les déficits sont vraiment là. Et donc, il faudrait peut-être commencer à en avoir conscience. Henri Pénard-Ruiz. Oui, moi, je trouve que les manifestants hostiles à cet aéroport ont doublement raison. Du point de vue de la légalité, ils ont raison. Ah bon? Ils ont raison du point de vue de la légalité. Il n'y a pas... Attendez, il n'y a pas... Les recours ne sont pas épuisés, ça a été rappelé, ils ont parfaitement... Et du point de vue de la légitimité, puisque il peut être légitime de contester une loi. Par exemple, les fonctionnaires qui, sous Vichy, ont refusé d'obéir à la loi qui leur imposait de désigner les Juifs aux nazis, ont eu raison. Ils sont l'honneur, d'ailleurs, de la République. Donc, effectivement, il peut être légitime de désobéir à un ordre légal qui lui-même est illégitime parce qu'il était illégitime parce que la République française interdit de stigmatiser une personne en raison de son origine. Mais elle n'interdit pas de faire des aéroports. Mais elle n'interdit pas de faire des aéroports. Mais cet aéroport a été conçu il y a 40 ans, à une époque où l'inquiétude écologique n'était pas encore clairement explicitée. Elle commençait, c'était les prémices. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur ces projets pharaoniques qui sont attentatoires aux terres agricoles, aux droits des êtres humains de travailler dans le bocage nantais. On sait aussi que l'idée d'une économie de proximité reprend du service, parce qu'aujourd'hui on a une France où les stocks sillonnent les routes françaises sur des poids lourds. Donc effectivement, le temps est venu de mettre en dialectique, d'une part, une économie sociale au service du peuple, une écologie véritablement redéfinissant les règles de l'économie, avec une prévision, avec un souci de responsabilité à l'égard de la nature. La nature n'est pas réductible à un ensemble de ressources qu'on va piller indéfiniment. Il y a une limitation des forces naturelles. Donc la nature, c'est notre séjour, c'est notre demeure. Il faut donc effectivement préserver la nature parce que nous avons aussi des responsabilités à l'égard des générations futures. Donc il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que le mode d'élaboration des décisions met en cause le système politique aujourd'hui. Il faut passer à une 6e République aussi, pour faire en sorte que le peuple puisse dire son mot, qu'il ne soit pas écarté. Pour ma part, les 3 aspects de l'écologie, du socialisme et de la République sont intimement mêlés. Et sur ce plan, les résistants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont pleinement raison. Écoutez, petit florilège de tout ce qu'on nous dit sur l'urgence écologique. Écoutez. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. L'ancien vice-président des États-Unis déclenche le compte à rebours d'un désastre annoncé, terrifiant.
C'est notre survie qui est en jeu. Le trou dans la couche d'ozone n'a jamais été aussi vaste qu'actuellement au-dessus de l'Antarctique. Soit on croit que le changement climatique est une catastrophe qui s'abat sur le monde et on agit maintenant. Soit on n'y croit pas et on prend la responsabilité de contredire la quasi-totalité des experts mondiaux sur le sujet. Les maisons construites sur le littoral ne résisteront pas longtemps aux tempêtes. Quant aux fleuves, en débordant, ils inonderont des villes entières. Même la capitale ne sera pas à l'abri de la catastrophe. Si nous, ici, à Cancun, nous rejetons le protocole de Kyoto, alors nous serons responsables d'un écocide, ce qui est l'équivalent d'un génocide, car nous allons porter atteinte à la survie de l'humanité. À chaque fois, on vous parle d'urgence, mais cette fois, tous les clignotants sont au rouge. Une nouvelle étude prévoit en effet une hausse de 4 degrés à la surface du globe dans moins de 50 ans. Les conséquences seraient désastreuses. Al Gore, le film qu'on a vu d'Al Gore, Al Gore dans son film a une phrase terrible quand on l'interviewe, il dit « J'étais vice-président des États-Unis d'Amérique, donc je pensais pouvoir faire quelque chose. Je n'ai rien pu faire contre les lobbies. » Moi, je voudrais prendre le seul argument qui est objecté, qui est qu'en période de chômage, ça va créer des emplois. À ceci, il faut répliquer une chose quand même très importante, c'est que n'importe quel emploi ne doit pas être créé. Ce qu'il faut créer, ce sont des emplois qui sont écologiquement maîtrisés, socialement maîtrisés. La nature, la terre est corrompue, évidemment. Elle est corrompue de son principal usage, de sa principale utilité sociale, qui est de nourrir les gens. À partir du moment où, effectivement, on l'urbanise, à partir du moment où les terres fertiles, on les éloigne de plus en plus loin, parce que la ville prend de plus en plus de place, alors oui, la terre est corrompue. C'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vraiment dommage. La terre agricole est le bien précieux que nous nous apercevrons de ça quand il y aura des problèmes alimentaires sérieux. On s'apercevra que la terre est quand même plus précieuse que n'importe quoi. C'est celle qui nous nourrit, c'est celle qui nous permet de survivre. Donc je crois qu'il faut une politique qui, en fait, épargne autant que possible la terre nourricière. Quel est l'intérêt de garder des terres près des villes, puisque de toute manière, il y a les serres des Espagnols ou des Hollandais qui nous fournissent des légumes pas chers et en masse? L'intérêt, il est qu'en fait, ce système que vous décrivez comme le système voilà, de l'agriculture exportatrice espagnole ou autre, en fait, il est artificiel. Et s'il tient, c'est parce qu'il tient sur un système qui est sur la crête et qui peut basculer du jour au lendemain. L'agriculture productiviste que vous décrivez est entièrement dépendante du pétrole. On sait aujourd'hui complètement que le pétrole, c'est une ressource rare et qu'on va atteindre le stade de la déplétion bientôt. On a établi une idéologie qui malheureusement est erronée. C'est une idéologie de la combustion énergétique, du profit limité, de la croissance illimitée, etc. C'est comme si on oubliait que notre planète est quand même limitée. Il faut savoir qu'on a fait un hold-up sur le bien commun, que ce soit la terre, l'eau, que ce soit la biodiversité, toutes ces choses-là, les savoirs et les savoir-faire même, etc. Il y a eu une espèce de détournement, disons, de ces biens qui devraient être considérés comme le bien collectif et non pas le bien privé. De quoi avons-nous besoin? Nos besoins, nos besoins, c'est quand même de manger à sa faim, c'est quand même avoir accès à une eau potable, c'est d'être vêtu, c'est d'avoir un toit, et c'est de se soigner ou d'être soigné. Ce sont les 5 nécessités basiques, indispensables. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les spéculateurs, où ils se tournent, en Afrique, à Madagascar, partout, vers les terres agricoles. Chaque année, c'est des milliards de terres agricoles qui sont privatisées par les spéculateurs. Parce qu'ils ont bien compris que c'était ça l'avenir. Ils ont bien compris que sans terres agricoles, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, l'intérêt général, il n'est pas de notre côté. Il n'est pas de notre côté. Quand vous prenez l'exemple du stade Hoeland, par exemple, qui est déclaré d'intérêt général, voilà, l'intérêt général, il est de ce côté pour le moment. Il est du côté des projets inutiles. Il est du côté des projets qui sont la course en avant, économique, technologique. Alors que l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, qui est une agriculture créatrice d'emplois
et qui nourrit les populations, elle n'est pas soutenue. Et elle n'est pas déclarée d'intérêt général. Voilà, donc là on a un gros problème qui est le combat de l'intérêt général. Et je crois que les mouvements de citoyens, la société civile doit prendre ça vraiment au sérieux. Étant donné que c'est les grands qui nous gouvernent, qui font les lois, donc ils font les lois à leur façon. On a une planète magnifique et tout ce que nous savons faire de cette planète magnifique, c'est un champ de bataille. Le CESE a choisi de s'intéresser aux emplois de la biodiversité pour 2 raisons essentielles. D'abord parce que la biodiversité, le vivant qui nous entoure, est en déclin de façon dramatique. Le récent rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Hawaï le confirme, avec globalement un tiers des espèces animales et végétales qui sont actuellement en sursis. Il faut donc agir pour stopper le déclin de la biodiversité et les emplois peuvent contribuer à cette action. La deuxième chose, c'est que la France s'est engagée au niveau national à travers sa stratégie nationale de la biodiversité et au niveau international, notamment lors du sommet de la Terre de Nagoya, à stopper le déclin de la biodiversité. Donc voilà. Globalement, développer les emplois consacrés à la biodiversité, c'est une façon de contribuer à la résilience du vivant qui nous entoure. À quoi correspondent ces emplois pour la biodiversité ? Bien, pour faire simple, on peut dire qu'il y a 2 cercles. Un premier cercle qui sont vraiment les emplois dédiés à la conservation, à la sauvegarde de la biodiversité. Et là, on compte près de 22 000 emplois auxquels on peut associer près de 10 000 emplois correspondant à l'enseignement supérieur qui est consacré à la biodiversité. Puis le deuxième cercle s'attache davantage à la connaissance, à la valorisation de la biodiversité. Ça représente quand même 48 000 emplois. Alors en tout, ça nous fait 76 000 emplois, mais on va beaucoup plus loin, parce qu'il existe, on va dire, un 3e cercle périphérique. Quelques exemples, 30 000 emplois d'agents en charge des espaces verts, 73 000 conseillers en agriculture, c'est très très important, 91 000 emplois dédiés au paysage. Alors on n'est pas loin, à travers cette 3e partie, de 200 000 emplois. Si on ajoute les 2 premiers cercles, ça fait en tout plus de 300 000 emplois. Au total, le CESE fait une trentaine de recommandations qui peuvent être mises en œuvre dans les plus brefs délais. Si un agriculteur bio fait appel à de la main-d'œuvre, eh bien, le conventionnel, lui, certes, il fera cette économie-là, mais on le paiera, nous, consommateurs, de toute façon, chez Pôle emploi. Quand vous avez plus de 6 millions de chômeurs, évidemment, vous voyez, on a fait le calcul d'ailleurs, avec l'agriculture bio, on pourrait avoir 600 000 personnes qui auraient aujourd'hui du travail en plus. Ce n'est pas rien.